Jusqu'ici, nous avons suivi la piste du jeune homme du tarot, à partir de la première carte, le battleur, puis la 6 et la 7, l'amoureux et le chariot, et même avec la 12, ce qui nous a permis de rassembler un grand nombre d'indices concordants, au-delà du cas possible des coïncidences, qui nous ont permis de reconnaître Dionysos Bacchus et des rites orphico-dionysiaques. Mais qu'en est-il du reste du jeu? Est-ce qu'il s'agit d'une collection d'images hétéroclites, hétérogènes, ou est-ce qu'elles appartiennent toutes à la même tradition initiatique, puisqu'on était dans le cadre de l'orphisme? Quand on regarde le jeu, on peut évidemment penser qu'il y a des origines hétéroclites. Nous avons les images particulièrement chrétiennes catholiques, comme avec le pape, le diable, le monde avec les 4 évangélistes et même le jugement, qui représenterait le jugement dernier. Nous avons des images de la société médiévale avec l'empereur, l'impératrice. Nous avons aussi pu reconnaître 3 des 4 vertus cardinales. Mais pour avoir une réponse définitive à cela, il faut pouvoir dégager un plan général du tarot. Par le passé, l'occultiste Dr Gérard Encausse dit Papus, mettant ses pas dans les traces d'Eliphas Lévi, qui voyait une origine kabbalistique du tarot, rassemblant les 22 cartes avec les 22 lettres de la Kabbale, et il a tenté de faire un plan donc sur la base du Yod He Vav He, du tétragramme hébreu, et il a fait pour cela 3 étoiles de David et un triangle, ne retenant que les 22 cartes du jeu du tarot. Un autre essai intéressant a voulu y voir une origine pythagoricienne, ce que je partage, à vrai dire. Et il est parti de l'idée de la tétrarchiste, le 4 rayonnant qui était le symbole de reconnaissance des pythagoriciens. La tétrarchie, ce sont des petites pierres posées en triangle, 1 pierre, 2 pierres, 3 pierres, 4 pierres, pour montrer que derrière le chiffre 4 se cache le chiffre 10. Et il a fait pour cela une sorte de triangle avec une case en haut et 12 en bas, puisque les 12, la somme de 12, 1 plus 2 plus 3 plus 4, comme pour la tétrarchie, ce qui donne 10, et ainsi de suite jusqu'à 12, nous amène à 78, qui est le nombre général des cartes du tarot. L'idée est intéressante, sauf que le triangle qu'il en a retiré, il est impossible de pouvoir placer de manière cohérente et logique la moindre des cartes du tarot. Cependant, cette idée pythagoricienne pour un plan général du tarot et qu'il faut prendre en compte les 78 cartes est plus qu'intéressant et je la retiens. Quand on regarde le tarot dans son ensemble, on voit qu'il est composé de 4 couleurs. Dans chacune de ces couleurs, il y a 4 figures, roi, dame, cavalier, valet, qui sont suivies de 10 numérales. Autrement dit, le tarot répond à la tétrarchiste avec entre le 4 et le 10. Je vais donc partir d'un carré de 10 cases sur 10 cases de côté, ce qui me fera 100 cases. Ainsi, la relation entre le 4 et le 10 sera parfaitement respectée. Ce carré, je vais le diviser en 4 quartiers. Chacun des quartiers correspondra à une des couleurs du tarot, bâton, coupe, épée et denier, ce qui définira ainsi un côté masculin avec les bâtons et les épées et un côté féminin avec les coupes et les deniers. Puis, de façon logique, je vais placer l'as, le 1, l'unité, à chacun des angles de ce carré, que je vais faire suivre par les 10 numérales dans chacun des quartiers, de 1 à 5 en descendant et de 6 à 10 en remontant, ce qui va définir 2 colonnes. Pour chacun des quartiers, en opposition à l'as, je vais y placer la figure principale, à savoir le roi, qui sera suivi de la dame, du cavalier, et une fois que la colonne des numérales sera heurtée, du valet en dessous, qui apparaît ainsi beaucoup plus comme étant l'écuyer du cavalier, plus que comme le valet de cette cour royale. Reste au centre un vide composé de 44 carrés, de 44 cases, que je vais relier 2 à 2 en rectangle, ce qui correspond aussi à la forme générale des cartes du tarot,
2 fois plus haute que large, autrement dit, composée de 2 carrés, ce qui apparaît aussi assez clairement sur quelques-unes des cartes, comme le chariot. Le jeu consistera ensuite à placer chacune des 22 cartes du tarot sur ces rectangles qui leur correspondent parfaitement, de façon logique et cohérente. Si c'est une réussite, si j'arrive à montrer que toutes ces cartes se répondent les unes aux autres dans cette structure générale, on pourra dire que oui, l'ensemble des images du tarot appartiennent au même ensemble culturel, déjà défini avec les 4 premières cartes, à savoir un ensemble orphico-dionysiaque qu'il s'agira de retrouver, de rechercher, de déterrer derrière chacune des images. De la structure qu'il a été possible de dégager, on voit qu'elle est composée très nettement de 2 moitiés de 11 cartes chacune, composée d'un ensemble de 3 cartes sur 3 cartes, chapeautées par 2 autres cartes. Ces 2 cases supérieures, en haut comme en bas, vont recevoir les bornes de chacune de ces 2 séries. La première borne est naturellement la 1 et la 11, à savoir le battleur et la force, dont le personnage principal porte chacun un très grand chapeau qui va nous permettre de les relier par la tête, ce qui va confirmer cette orientation horizontale. La même chose pour la partie inférieure avec le pendu et le monde. Ces 2 cartes ont en commun la même position des jambes et des pieds, ce qui permet de les relier donc par le bas, comme les cartes supérieures ont été reliées par le haut, la tête. Puis, on a un ensemble de 4 cartes qui vont manifestement ensemble. Papesse, pape, empereur, impératrice. Qui toutes, 2 par 2, vont nous donner la somme de 7. Ces 4 cartes vont occuper les 4 angles de cette structure de 9 cases. Le pape et la papesse en haut, chacun sur la colonne de son sexe, à savoir bâton face à coupe, et l'empereur et l'impératrice. On remarquera l'orientation des regards pour le pape et la papesse vers le centre du jeu et la symétrie de leur position entre un 3/4 face gauche et un 3/4 face droite. Cette même opposition de position, on la retrouve avec l'empereur et l'impératrice, puisque l'un est totalement de profil, quand l'autre est totalement de face. Sur le côté masculin, entre le pape et l'empereur, on va pouvoir y mettre sans problème l'ermite, qui servira en quelque sorte de pont ou de lien entre le pape et l'empereur. De même, en face, côté féminin, côté des coupes, on pourra y mettre la justice, qui servira elle aussi de lien, de pont, entre la sagesse incarnée par la papesse et l'autorité incarnée par l'impératrice. Il y a encore ce jeune homme du tarot à placer, qui a la particularité d'être toujours entouré d'une paire, 2 femmes pour l'amoureux et 2 chevaux pour le chariot, ce qui va donc logiquement montrer sa position centrale dans la structure entre les 2 bornes masculines et féminines qui l'encadrent. La place naturelle du chariot sera évidemment entre l'empereur et l'impératrice. Nous avons l'empereur, l'impératrice et le jeune prince ou le général qui va servir de lien entre les 2. Donc, naturellement, l'amoureux va se placer en haut, au-dessus. Reste la carte 10, la roue de fortune, qui va logiquement se placer au centre. D'ailleurs, les 6 rayons de la roue semblent renvoyer chacun vers l'une de ces cartes. Et l'on va en profiter aussi pour réorienter le chariot en le suivant l'orientation qui est donnée par les 2 personnages qui sont accrochés à la roue. Ainsi donc, cette première moitié du tarot a une structure tout à fait cohérente et dialectique. Pour la seconde moitié, pour répondre à cette trinité empereur, impératrice et chariot, vont correspondre tout naturellement les 3 astres, le soleil avec l'empereur, la lune avec l'impératrice et l'étoile comme lien ou comme pont avec le chariot. Puis,
On verra une opposition apparente entre la sagesse, le sage, le philosophe incarné par l'ermite, et le fou, le mat, qui vont se placer de manière symétrique. En face, pour répondre de la même manière à la justice, il y aura tout naturellement le jugement. Pour s'opposer au pape, il y aura tout naturellement le diable. Puis, pour s'opposer de manière symétrique à l'étoile, cette jeune femme qui tient deux Oeneke, il y aura la tempérance qui tient ces deux mêmes Oeneke, et ce qui fera donc une symétrie entre deux jeunes hommes en haut et deux femmes en bas. Il y a encore donc la mort à placer qui va répondre tout à fait logiquement à la roue de la fortune, face au destin, le destin inéluctable de tout un chacun être vivant. Et il reste encore la 16 à placer, à la dernière case qui reste. Et là, on a une explication de son nom, qui n'a pas l'air d'avoir de rapport avec l'image, la Maison Dieu, puisque la Maison Dieu va répondre à la papesse, l'idée de religion avec l'idée d'un lieu de culte, même si l'image ne correspond pas. Ainsi donc, il a été tout à fait possible de placer de manière logique et même dialectique les 22 cartes sur le schéma qui a été ainsi dessiné précédemment et qui va confirmer cette orientation horizontale des cartes pour en définir le plan. De ce plan général du tarot, on peut remarquer toutes les relations que les cartes peuvent avoir entre elles. Des relations qui seront très intéressantes et importantes pour en faire des commentaires ou des interprétations, plutôt que de les prendre une par une sans tenir compte des autres et de celles auxquelles elles répondent. Quand on regarde ce plan, on s'aperçoit qu'il y a finalement peu de personnages. Il y a le jeune homme que l'on a reconnu, il y a quelques femmes, il y a un vieillard barbu et aussi une sorte de deux jumeaux qui se suivent sous différentes formes, que ce soit deux enfants, que ce soit deux chiens, que ce soit deux chevaux, que ce soit encore les deux petits moignons devant le pape, ou encore deux personnages à côté d'une tour, etc. Ces différents personnages vont être étudiés l'un après l'autre dans les relations qu'ils entretiennent entre eux.